Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où je vous propose, en ce temps maudit de ce coronavirus, une modeste contribution qui peut être utile pour les étudiants du baccalauréat, mais également pour tous les étudiants qui suivent des modules d'électricité, en particulier le magnétostatique ou de mécanique. Bien, le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est vrai, il est très peu posé dans les sujets de bac. Donc la dernière fois, c'était au rattrapage 2018, option PC, que je vais d'ailleurs traiter comme exemple d'application. C'est le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais vous proposer dans cette vidéo? D'abord, de définir la nature de la force qui s'exerce sur une particule chargée placée dans un champ magnétique, qu'on appelle force de Lorentz, d'étudier, de vous donner d'abord une expérience qui montre la nature de ce mouvement et quel est l'effet de la charge, par exemple, de la masse de la particule sur la nature du mouvement. Ensuite, à partir de cette présentation expérimentale, je vais passer au calcul en utilisant bien sûr les lois de Newton, de montrer quelle est la nature du mouvement de cette particule dans un champ magnétique. Bien sûr, on va étudier l'ensemble des propriétés de ce mouvement et comme application, je vais traiter deux applications importantes, le cyclotron et spectromètre de masse. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais finir par un exercice d'application qui est le corrigé baccalauréat 2018, rattrapage option PC. Donc je rappelle, cette vidéo est essentiellement dirigée aux élèves option PC et sciences maths, mais aussi aux étudiants qui suivent le cours de magnétostatique. Bien. Qu'est-ce que c'est que la force de Lorentz? Eh bien, la force de Lorentz, c'est tout simplement la force qui s'exerce sur une particule animée d'une vitesse. Donc, il y a deux conditions. Il faut que la particule soit chargée et il faut que la particule soit animée d'une vitesse. En plus, cette force est exercée par quoi? Par un champ magnétique. Donc voilà les trois conditions. Si la particule est fixe, il n'y a pas de force magnétique. Il faut qu'elle soit chargée, en plus animée d'une vitesse v. Et s'il est chargé et animé d'une vitesse v et passe dans une région où vous avez un champ magnétique P, elle va être soumise à la force de Lorentz qui est définie par QV vectoriel B. Donc la charge multipliée par le produit vectoriel de la vitesse avec le champ magnétique B. Donc vous voyez déjà une propriété très importante pour bien comprendre ce cours-là, c'est de comprendre comment définir le produit vectoriel de deux vecteurs. Eh bien, de quoi est caractérisée cette force? Un vecteur est caractérisé par trois choses, sa direction, son sens et sa norme. Donc bien sûr la direction, je vais revenir sur un transparent suivant sur la notion de produit vectoriel. Donc un vecteur, si vous avez un vecteur A est égal à B vectoriel C, vous êtes sûr que A est perpendiculaire au plan formé par B et C. Dans notre cas, la force va être perpendiculaire au plan formé par le vecteur Q fois V et B. Donc le sens, on va définir différentes méthodes qui vous permettent de déterminer le sens de F, mais il faut toujours que le trièdre QV, B et F soit direct. Ça veut dire QV vectoriel B c'est F, B vectoriel F c'est V, et F vectoriel Q fois V c'est B. Donc c'est comme I, J, K. Et la norme bien sûr c'est Q fois le module de V fois le module de B fois sinus de l'angle entre Q, V et B. Bien. Donc voilà la définition de la force de Lorentz. Donc avant de passer à étudier la nature du mouvement d'une particule lorsqu'elle est placée, lorsqu'elle est soumise à cette force-là, quelle est la nature du mouvement, je vais vous montrer d'abord expérimentalement ce mouvement dans la vidéo
qui va suivre. Et le manip qui met en évidence l'effet d'un champ magnétique sur une particule chargée. Vous avez le champ magnétique qui est suivant l'axe Z. On va démarrer avec une vitesse qui est suivant l'axe des Y. Et on va voir l'effet de la masse et l'effet de la charge sur la trajectoire du mouvement. Donc on va d'abord voir quelle est la nature du mouvement. Donc on va prendre une masse Q égale, charge Q égale 1, une masse donnée, V0 suivant OY, et on va voir la trajectoire du mouvement. Donc vous voyez bien que la trajectoire du mouvement est un cercle qui se fait dans le plan perpendiculaire à Z. Ça veut dire Z égale à 0. Et c'est ce qu'on va essayer de montrer par le calcul tout à l'heure. Notez bien maintenant l'effet de la charge et de la masse sur le rayon de la trajectoire. Donc je vais commencer par augmenter la masse. Hop, vous voyez que le rayon de la trajectoire change. Donc pour chaque masse donnée, vous avez un rayon constant. J'augmente la masse, le rayon de la trajectoire augmente aussi. Eh bien, maintenant je fixe la masse et je change la charge. Donc ça veut dire le rayon, il est proportionnel à la masse. Maintenant j'augmente la charge, vous voyez que le rayon diminue. Donc je vais refaire avec un nouveau, voilà, pour une charge donnée. Je vais diminuer la charge cette fois-ci. Vous voyez que la trajectoire augmente. Donc le rayon de la trajectoire, il est inversement proportionnel au rayon. Enfin, un cas qu'on va traiter dans l'exercice, ça demande un peu plus de calcul, c'est le cas où la vitesse fait un angle alpha n'est plus dans le plan XY. Hein? Vous voyez que le mouvement va devenir un mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire vous allez voir un mouvement circulaire dans le plan XY et un mouvement de translation suivant l'axe Z. Donc voilà pour la manip qui montre l'effet d'un champ magnétique sur une particule chargée. Bien, qu'est-ce qu'on va résumer? En résumé, donc à partir de cette vidéo-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Que si on applique un champ magnétique B à une particule, si une particule arrive avec une vitesse V qui est dans une région où vous avez un champ magnétique B, et si la vitesse elle est perpendiculaire, hein, notez bien cette condition-là, la vitesse elle est perpendiculaire au champ, le mouvement se fait dans le plan qui est perpendiculaire au champ, et la nature du mouvement, c'est un mouvement circulaire et uniforme. D'accord? Donc la vitesse elle est constante, et le rayon, nous avons vu qu'il est proportionnel à la masse, inversement proportionnel à la charge. Mais dès que la vitesse fait un angle alpha avec le champ magnétique B, le mouvement devient un mouvement hélicoïdal. C'est-à-dire, c'est quoi un mouvement hélicoïdal? C'est un mouvement circulaire dans le plan XY et un mouvement de translation suivant l'axe Z. Donc si vous faites la somme de ces deux mouvements, vous allez trouver ce qu'on appelle un mouvement hélicoïdal. Maintenant, on va essayer de montrer ça par calcul en utilisant les lois de Newton. Bon, avant cela, d'abord, bien comprendre la notion du produit vectoriel. Donc A vectoriel B, par exemple ici. Donc il y a soit vous utilisez la règle de la main droite, mais moi je préfère utiliser la règle du tire-bouchon. Alors vous faites par exemple V vectoriel B, ou bien de la main droite, d'accord? Vous tournez la main, les doigts de la main du premier vecteur vers le deuxième, de la main droite, et le pouce vous donne la direction de V. Ou bien, vous tournez V vers B. Donc, si vous tournez V vers B, imaginez vous avez une bouteille avec un bouchon. Vous tournez V vers B. Est-ce que vous ouvrez la bouteille ou vous fermez la bouteille? Donc, dans ce cas-là, vous ouvrez la bouteille. Donc, le vecteur V vectoriel B est dirigé vers le haut. Imaginez par exemple ici, vous voulez calculer B vectoriel V cette fois-ci. Donc, vous tournez B vers B. Si vous tournez B vers V, vous fermez la bouteille. Et donc, dans ce cas-là, V vectoriel B, ça va être dirigé vers le bas. Deuxième chose, vous voyez que le produit vectoriel de V avec B, c'est-à-dire F, il est toujours perpendiculaire à V et à B. Ça, c'est un résultat très important.
C'est-à-dire, par exemple, si je veux calculer B scalaire V vectoriel B, c'est 0, parce qu'ils sont perpendiculaires. Parce que V vectoriel B, qui est F, elle est perpendiculaire à B, et elle est perpendiculaire à V. Donc, de même, V vectoriel B scalaire V, ça sera égal à 0 aussi. D'accord? C'est clair, cette notion de produit vectoriel. Il faut bien l'assimiler pour bien comprendre la notion de force de Lorentz. Donc, je répète, pour calculer par exemple V vectoriel B, si vous utilisez la règle du tire-bouchon, hein, c'est très simple. Imaginez, vous avez une bouteille ou bien une cocotte minute ou bien tout ce que vous voulez. Hein. Vous tournez le premier vecteur vers le deuxième. Si vous ouvrez la bouteille, ça veut dire le résultat du produit vectoriel, c'est vers le haut. Si vous fermez, ça sera vers le bas. Bon, ceux qui préfèrent utiliser la règle de la main droite, donc voilà, V vectoriel B, il est donné par le pouce. Bien. Passons maintenant à quelques remarques concernant cette force avant de rentrer dans les calculs. Il faut d'abord comprendre deux choses, les mettre dans la tête. Un champ magnétique ne permet pas de changer la vitesse des particules. D'accord? Donc un champ magnétique permet uniquement de dévier les particules. À l'inverse, par exemple, on va voir un champ électrique, lui, il permet d'accélérer, c'est-à-dire de changer la vitesse des particules. Pourquoi? Si on veut calculer la puissance fournie par la force de Lorentz, nous avons vu dans le cours de mécanique que la puissance d'une force, c'est la force scalaire la vitesse. Et je viens de dire que comme F est perpendiculaire à B et perpendiculaire à V, donc ce produit scalaire est égal à 0, parce que le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, il est nul. D'accord? Donc, la force est égale à, la puissance est égale à 0, ça veut dire l'énergie cinétique est égale à une constante. Or, la puissance, c'est quoi? C'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Donc, ce qui veut dire que l'énergie cinétique est constante. Autrement dit que la vitesse est constante. Donc, le champ magnétique ne change pas la vitesse. On peut le voir aussi d'une autre manière. Si on veut calculer le travail de la force de Lorentz, hein, je peux remplacer d de L, c'est un élément de longueur sur la trajectoire. Or, la vitesse, c'est d de L sur d de t. Ça veut dire d de L est égal à v fois d de t. Autrement dit, si je remplace ici d de L par v d de t, vous allez voir F scalaire v. Donc, le travail de la force, c'est nul. On peut le comprendre facilement ici, puisque la force, elle est toujours perpendiculaire à la vitesse. Or, la vitesse, c'est tangent à la trajectoire. Et on sait que le travail d'une force qui est perpendiculaire à la trajectoire, il est toujours nul. Parce que F scalaire d de L est égal à 0. Ou bien F est perpendiculaire à d de L. Voilà deux remarques très importantes. Donc, la force de Lorentz est une force qui ne travaille pas. Ça veut dire qu'il ne change pas la vitesse d'une particule. Et l'énergie cinétique, c'est une constante. D'accord? Deuxième remarque, c'est que dans toute l'étude qui va suivre, on ne va jamais parler du poids de la particule. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, mais tout simplement parce qu'on traite des particules très légères, l'électron, le proton. Leur poids est extrêmement négligeable devant la force de Lorentz. Donc on ne va pas tenir compte du poids dans la suite du cours. Bien. On va essayer maintenant de déterminer ou de montrer quelle est la nature du mouvement de la particule placée dans un champ magnétique B. Donc voilà les données. On se place dans le plan XY, c'est-à-dire le plan de l'écran. Hein, d'accord? Le champ magnétique B, lui, il est perpendiculaire au plan de l'écran et dirigé de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un vecteur qui est rentrant. Et on suppose que dans cette région-là, vous avez un champ magnétique B et une particule qui arrive, qui pénètre dans cette région avec une vitesse V0. D'accord? Et V0, on l'a choisi par exemple, suivant moins J. Mais peu importe. Hein. B, lui, il est suivant K. D'accord? Bien, donc on va suivre exactement la même démarche qu'on fait en mécanique. Quelle est la nature du système étudié? Quelle est la nature du repère? Énoncer deuxième loi de Newton et faire la projection de cette loi de Newton. Et en général, vous déterminez directement la nature du mouvement. Donc la particule étudiée, c'est une particule chargée. Bon, la charge peut être positive comme elle peut être négative. Bon, j'ai choisi ici une charge négative. On va commencer l'étude dans les référentiels liés au sol, c'est-à-dire un repère RIJK, d'accord? Et
les forces appliquées, comme je disais tout à l'heure, il n'y a que la force de Lorentz parce que le poids, elle est négligeable. La force de Lorentz, on vient de le définir, c'est QV vectoriel B. On va appliquer la deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération de la particule. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. D'accord? Je vais d'abord montrer que le mouvement se fait dans le plan XY. Ça veut dire tout simplement, quel que soit t, la composante z de la particule, il est toujours égal à 0. Ça veut dire que la particule n'existera que dans le plan XY. Donc pour montrer que z égale à 0, on va essayer tout simplement de projeter la deuxième loi de Newton suivant l'axe z. Donc pour projeter un vecteur, il suffit de calculer son produit scalaire suivant ce vecteur unitaire. Bon, montrant que le mouvement se fait dans le plan XY, donc je vais faire projection de cette équation-là, de cette relation suivant l'axe z, c'est-à-dire scalaire k est égal à ce terme scalaire k. Or, B il est suivant k, d'accord? Et donc vous avez k est perpendiculaire, V vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à k. D'accord? Je viens de définir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le produit vectoriel. Donc A vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à A et qui est perpendiculaire à B. Donc V vectoriel B, elle est perpendiculaire au Z, c'est-à-dire au vecteur K. Et K scalaire un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est bien sûr égal à 0. Donc ça c'est égal à M, produit scalaire, ou bien la projection de A suivant l'axe Z, qui est D de V de Z sur D de T. Or, on a dit ce terme égal à 0, ça veut dire tout simplement D de V de Z sur D de T égale à 0. Donc V de Z égale à une constante. D'accord? Et cette constante est égale à quoi? Est égale à la projection de la vitesse, on va la prendre à T égale à 0. Or, à T égale à 0, V est dans le plan XY, ça veut dire V de Z égale à 0. Et puisque V de Z égale à 0, ça veut dire D de Z sur D de T égale à 0. Donc Z est égal à une constante. Et comme à T égale à 0, là aussi on a choisi Z égale à 0. Donc, quel que soit T, vous avez Z égale à 0. Donc vous voyez qu'on montre facilement que le mouvement va se faire uniquement dans le plan XY. Donc je répète, il suffit de prendre la deuxième loi de Newton. D'habitude on fait sa projection suivant X, Y, Z. Là j'ai besoin de faire uniquement la projection ou bien vous calculez juste QV vectoriel B. Ça sera, vous faites V vectoriel B, quelle est sa composante suivant X, suivant Y, suivant Z, est égal à MA, D de V de X sur D de Y, D de VY sur D de T et D de V de Z sur D de T. Et vous faites l'égalité des composantes suivant l'axe Z et vous allez trouver D de V de Z sur D de T égale à 0. Donc V de Z égale à une constante. Et par conséquent, cette constante, on va la prendre à un instant particulier, par exemple T égale à 0, ça veut dire V de Z égale à 0. Et comme V de Z, c'est tout simplement D de Z sur D de T, ça veut dire aussi que Z égale à une constante. Et comme à T égale à 0, là aussi on a pris Z égale à 0, donc le mouvement se fait uniquement dans le plan XY. Donc voilà la première déduction de la deuxième loi de Newton. Et vous voyez bien, se fait dans le plan XY si et seulement si la vitesse à T égale à 0 est perpendiculaire au champ. Et je viens de montrer ceci dans la vidéo précédente. Si la vitesse fait un angle alpha avec le champ magnétique, le mouvement, ça sera un mouvement éliquidal. Mais là, on traite uniquement le cas où la vitesse V est perpendiculaire au champ magnétique B. Très bien. Maintenant, on veut montrer que ce mouvement est circulaire uniforme. Et vous allez voir dans tous les exercices qu'on vous propose, souvent, le plus simple, c'est de travailler dans le repère de Freinet. Et dans le repère de Freinet, vous allez montrer facilement que le mouvement est circulaire et uniforme. Donc soit on montre déjà, d'après la remarque que j'ai dit tout à l'heure, que l'énergie cinétique est une constante du mouvement, donc la vitesse est égale à une constante, ou bien on utilise directement, on pourra le déduire aussi, quand on va projeter la deuxième loi de Newton dans le repère de Freinet, comme je vais faire tout à l'heure. Mais là, on peut démarrer, par exemple, dire que la vitesse est égale à une constante, parce que, je l'ai montré tout à l'heure, l'énergie cinétique, ou bien la puissance de la force de Lorentz, elle est nulle. Or, la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps.
donc l'énergie cinétique est égale à une constante. Dans le repère de Freinet, ça il faut le connaître par cœur, les composantes de l'accélération, vous avez une composante normale et une composante tangentielle. La composante normale, c'est v carré sur ρ, ρ c'est le rayon de courbure, et la composante tangentielle, c'est d de v sur d de t. Puisqu'on a déjà démontré que la vitesse égale à une constante, donc d de v sur d de t égale à 0. Et donc, l'accélération se réduit à la composante normale qui est v0 au carré, puisque v égale à une constante, donc il est égal à sa valeur initiale qui est v0 au carré sur ρ. Or, la deuxième loi de Newton nous dit que la force est égale à m gamma, donc si on fait sa projection suivant la normale, donc m gamma normale, ça sera mv carré sur ρ. D'accord? Donc là, j'ai remplacé QV, donc V suivant U, parce que la vitesse, il est suivant la tangente. Vectoriel B qui est suivant K est égal à moins cube V fois P suivant la normale. Donc je peux mettre ça en valeur absolue de Q fois V fois B suivant la normale. Parce que valeur absolue de Q égale à moins Q lorsque la charge est négative. Et ça sera égal à Q lorsque la charge est positive. Donc c'est un résultat qui est valable quelle que soit la nature de la charge. Donc, en projetant sur la normale, Q fois V0 fois B est égal à M V0 au carré sur ρ. On va déduire directement le rayon de courbure, qui est MV0 sur Q fois B. Et d'après la vidéo de tout à l'heure, vous voyez bien que le rayon est proportionnel à M, inversement proportionnel à la charge. Si j'augmente la masse, le rayon augmente. Si je diminue la charge, le rayon augmente. D'accord ? Donc, comme B, M et V0 sont des constantes, donc le rayon, tout simplement, c'est une constante. Le rayon est constant. D'accord ? Vous avez la vitesse, elle est constante. La masse, bien sûr, la charge et B sont des grandeurs qui sont des constantes. Donc, le rayon est constant. Et un mouvement dans le rayon est constant, c'est un mouvement qui est circulaire. Et comme la vitesse est constante, le module de la vitesse, il est constant, donc c'est un mouvement circulaire et uniforme. C'est un mouvement circulaire et uniforme. Je vais ramener mon stylo pour le signer. Circulaire et uniforme. Donc un I uniforme. D'accord? Notez bien, le vecteur vitesse n'est pas constant. C'est son module qui est constant. Parce que le vecteur vitesse dans un mouvement circulaire, il change de direction. D'accord? Donc, c'est son module qui est constant. Donc la période, bien sûr, on peut déduire maintenant les propriétés de ce mouvement. Un mouvement circulaire est caractérisé par son rayon, par sa période aussi. Donc là, vous avez vu en cours de mécanique que la période, c'est 2π sur oméga. Oméga, c'est ce qu'on appelle la pulsation. Elle est donnée par V sur R. Donc, je remplace oméga par V sur R. V est une constante V0 sur R. Et si je remplace R par sa valeur, vous avez bien sur la période, c'est 2πm sur B fois Q. Et vous voyez bien que c'est très important, cette période-là ne dépend pas de la vitesse. Et ça, on va l'utiliser pour expliquer le principe du cyclotron. Par contre, oméga L, elle dépend de la masse. Oméga, parce qu'oméga c'est V sur R, donc elle dépend de R, et R, elle dépend de la masse. Et ça, on va l'exploiter dans le spectromètre de masse. Donc le rayon dépend de la masse de la charge. Donc comme application, on va utiliser le spectromètre de masse. On va voir comment. Et le rayon ne dépend ni du rayon, la période ne dépend ni du rayon ni de la vitesse. Vous voyez, quel que soit le rayon, quelle que soit la vitesse, la période est une constante. Et ça va être exploité pour accélérer les particules dans un cyclotron. Enfin, il y a une autre propriété qu'on traite lorsqu'on étudie un mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, c'est ce qu'on appelle la déflexion magnétique. C'est quoi la déflexion magnétique? Vous avez une particule qui arrive, donc vous avez d'abord une région où existe un champ magnétique B, c'est une très faible région de longueur petit l. Donc le champ B, il n'existe uniquement que dans cette région, c'est-à-dire entre là et là. Dans cette région, on va injecter une particule qui est chargée avec une vitesse initiale V0, d'accord? On vient de montrer que la nature de la particule, ce sera un mouvement circulaire, et puisque
la dimension elle est très faible, le cercle ne va pas se fermer sur lui-même, d'accord? Et à partir de là, il va sortir avec une vitesse qui est bien sûr, il sera exactement égale à V0, parce qu'on a dit que le champ magnétique ne change pas la vitesse. Donc quand il sort avec cette vitesse V, puisque dans cette région il n'y a plus de champ magnétique, la particule n'est soumise à aucune force, donc le mouvement va être un mouvement rectiligne et uniforme. Et il va arriver sur un écran, sur une position A'. Et cette distance-là, c'est-à-dire la distance entre sa direction initiale et son point d'impact sur l'écran, c'est ce qu'on appelle la déflexion magnétique. Et on va montrer que cette déflexion magnétique, elle est directement proportionnelle au champ. Donc on peut utiliser par exemple la mesure de cette déflexion magnétique pour mesurer le champ magnétique B. Donc voilà voilà les données du problème. Donc on va utiliser quelques propriétés purement géométriques. Donc là vous voyez bien que ce vecteur là c'est le rayon du cercle. Donc il est perpendiculaire au cercle. Si je fais sa projection sur cet axe là, vous avez ici un angle alpha et vous avez exactement le même angle alpha ici. D'accord? Vous pouvez ici faire continuité pour bien comprendre la notion de ce vecteur. Vous voyez, cet angle est égal à celui-là, des angles correspondants, parce que celui-là est parallèle à celui-là. D'accord? Donc, ici, vous avez pi sur 2. Ici, vous avez alpha. Donc, vous allez voir ici pi sur 2 moins alpha. Ici, vous avez pi sur 2. Donc, vous allez voir ici alpha. Donc, l'alpha qui est là, c'est le même qui est là. Et c'est ce qu'on va utiliser pour déterminer cette distance-là. Deuxième chose qu'on va utiliser, la région où existe un champ magnétique, elle est en général, c'est une région qui est très très faible. C'est-à-dire cette longueur L, elle est très petite par rapport à la longueur grand L. Voilà les données. Donc on envoie un électron avec une vitesse donnée et on vous demande de déterminer la déflexion magnétique. Bien sûr, on suppose, comme je dis, la distance petite L très petite devant grand L. Bien. Toujours comme mécanique, repère d'études, système étudié, force appliquée, ça, maintenant vous le connaissez par cœur. On va projeter la deuxième loi de Newton. Bon, là, c'est juste une autre façon de vous rappeler pourquoi la nature du mouvement est circulaire. Vous voyez que maintenant, je vais travailler uniquement dans le repère de Freinet. Et je vais déduire que la nature est un mouvement circulaire uniforme et je veux calculer le rayon. C'est-à-dire refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, mais directement en utilisant le repère de Freinet. Donc la force c'est QV vectoriel B est égal à M gamma. Donc voilà l'accélération. Donc le vecteur accélération est perpendiculaire aux vitesses et ceci à chaque instant. Donc ça veut dire, et comme la vitesse est tangent en chaque point à la trajectoire, ça veut dire l'accélération est une accélération normale. D'accord? L'accélération elle est normale. Autrement dit, sa composante tangentielle est égale à 0. C'est-à-dire la composante de l'accélération suivant la tangente, elle est nulle. D'accord? Parce que, je répète, l'accélération c'est donné par V vectoriel B. B il est suivant Z. Voilà, il est perpendiculaire au plan de la feuille. La vitesse il est tangent à la trajectoire. Au fait, V vectoriel B, ça va vous donner un vecteur qui est normal au plan et qui est normal à la trajectoire. Bien. Donc on va travailler dans le repère de Freinet qui est G, composante normale, composante tangentielle, d'accord? Ici c'est G. Donc vous voyez que gamma est égal à moins E sur M, donc V vectoriel B. Donc si vous calculez tout à l'heure, ça sera suivant moins la normale, mais avec ce signe moins, ça sera suivant la normale. Or la composante gamma, c'est gamma normale, gamma tangentielle plus gamma normale, en faisant l'égalité terme à terme. Donc ce terme est égal à celui-là, et la composante tangentielle, bien sûr, ça sera égal à 0. Donc l'accélération elle est perpendiculaire à la vitesse. Et donc, puisque d de v sur dt égale à 0, ça implique que v égale à constante. Voilà, je retrouve le fait que la vitesse est égale à une constante. Autrement dit, le champ magnétique ne change pas la vitesse. Et à partir de la deuxième relation, on détermine le rayon de courbure. Et comme ce rayon il est constant, d'accord, donc le mouvement il est circulaire et uniforme. Donc vous voyez qu'on peut travailler, on peut montrer que le mouvement est circulaire et uniforme en travaillant uniquement dans le repère de Freinet, calculer l'accélération et puis projeter
cette accélération, remplacer l'accélération par son expression générale dans le repère de Freinet qui est d de v sur d de t suivant la tangente et v carré sur ρ. Comme l'accélération se réduit uniquement à sa composante normale, je reviens sur le schéma précédent, voilà. Par exemple, prenez un point ici, quelconque, d'accord, voilà. Donc voilà la vitesse. Et b, c'est un vecteur qui est rentrant. Donc si vous faites v vectoriel b, ça va vous donner un vecteur qui est comme ça. Voilà v vectoriel b. Mais vous multipliez par moins q, moins n, ça sera, voilà, donc ça sera vers la normale. Donc vous voyez, donc ça c'est q v vectoriel b, ce vecteur-là. Et ce vecteur-là, c'est tout simplement le vecteur normal du repère de Freinet. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur tangentiel du repère de Freinet. Donc l'accélération se réduit à sa composante normale. Donc, je déduis directement que la composante normale tangentielle est égale à 0, ça veut dire la vitesse égale à une constante, et que la composante normale est égale à E sur m v fois b. Donc je peux déterminer le rayon, et le rayon, c'est bien une constante. Donc, le mouvement est circulaire et uniforme. Bien. Ça, c'est tout simplement, j'ai redémontré ce que j'ai fait tout à l'heure par une méthode légèrement différente. Revenons maintenant à la déflexion magnétique. Donc, quelle est la nature du mouvement à l'extérieur du champ magnétique? Comme je disais tout à l'heure, à l'extérieur du champ magnétique, il n'y a plus de champ magnétique, si B égale à 0. Puisque le poids est négligeable, donc la somme des forces appliquées égale à 0. Et d'après la deuxième loi de Newton, si la somme des forces appliquées égale à une constante, et puisque la particule elle est déjà animée d'une vitesse, le mouvement, ce sera un mouvement rectiligne et uniforme. D'accord? Et rectiligne uniforme. Donc, pour calculer la déflexion magnétique, là, on va utiliser juste quelques règles de géométrie. Calculer tangente alpha sur ce triangle IAA'. Donc ça vous donne dm sur la distance IA. Et comme alpha est très petite, on le donne de l'énoncé, tangente alpha est de l'ordre de alpha. Donc alpha égale à dm sur R. On va calculer aussi sinus alpha par une autre méthode. Donc cette fois-ci, on va utiliser le triangle CHS. Donc vous voyez que sinus alpha est égal à quoi? C'est égal à cette distance-là, qui est tout simplement petit l. Donc petit l sur le rayon du cercle. Or, le rayon du cercle est donné par ça. Et comme alpha est petit aussi, sinus alpha est de l'ordre de alpha. Donc, je vais faire d'abord l'égalité de ce terme. dm sur A est égal à L sur R. Donc, voilà. Et là, je remplace R, le rayon du cercle, par sa valeur. Par sa valeur. Et donc, vous avez directement... Et deuxième approximation, pardon, avant de remplacer, je vais remplacer IA par grand L. Parce qu'on a dit que la longueur petit l, cette distance, elle est très très petite par rapport à grand L. Donc IA, c'est à peu près égal à la longueur L. D'accord? Parce que petit l, elle est très petite devant la longueur L. Donc en remplaçant IA par grand L, voilà, vous avez donc dm est égal à petit l fois grand L sur petit r. Maintenant, je remplace petit r par sa valeur et je retrouve enfin la déflexion magnétique qui est égale à une constante fois le champ magnétique. Parce que petit l et L, ce sont des constantes. Bon, ça, on peut le mesurer par expérimentalement. Petit l, c'est fixé dès le départ. Tout ça, c'est fixé par l'expérience. Donc, il suffit d'envoyer par exemple, des particules avec des vitesses différentes. Et on peut calculer par exemple le champ magnétique P, en mesurant la déflexion magnétique, ou bien juste une particule avec une vitesse constante. Tout ça, on le connaît. Connaissant dm et connaissant B, et connaissant cette constante K, je peux déterminer la valeur du champ magnétique B. Bien. Donc voilà un peu tout ce qui concerne l'étude d'une particule placée dans un champ magnétique B. Là, je vais passer à quelques applications. Et l'une des applications les plus importante de cette force, c'est ce qu'on appelle le cyclotron. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un cyclotron et je vais vous montrer une vidéo qui vous montre comment est le phénomène, comment est le mouvement d'un électron dans un cyclotron. Donc à quoi sert un cyclotron? Un cyclotron, ça sert tout simplement à accélérer les particules. C'est-à-dire, on va pratiquement atteindre des vitesses qui sont très proches de la vitesse de la lumière
et c'est grâce à cette vitesse, ces particules-là de très grande vitesse, donc de très grandes énergies, qu'on peut sonder l'infiniment petit. Donc il est formé de quoi? Formé de 2 D, c'est-à-dire 2 régions, vous avez un D1 et un D2. Dans ces 2 régions-là, vous avez un champ magnétique B. Entre les deux, vous avez un champ électrique. D'accord? Le principe, c'est quoi? On injecte ici une particule avec une vitesse, ou bien sans vitesse initiale. On va lui appliquer un champ électrique. Je rappelle, un champ électrique, ça permet d'accélérer les particules. Il va accélérer la particule. Il arrive ici avec une vitesse V0. D'accord? On a vu que le mouvement, c'était un mouvement circulaire. Donc il va arriver ici avec la même vitesse V0. Mais si le champ électrique était dans le sens précédent, la particule va être freinée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Arrivé à là, le champ électrique va changer de sens. Donc vous allez voir un champ qui est alternatif. Il va à nouveau accélérer la particule. Il va acquérir une deuxième vitesse. Et comme on a vu que la vitesse, s'il est proportionnel au rayon, le rayon va augmenter. Et ainsi de suite. D'accord? Et je vais vous montrer tout ça par la vidéo suivante. Donc avant cela, je vais montrer la deuxième application qui est le principe d'un spectromètre de masse. Donc vous voyez, imaginez si vous avez des particules de même charge mais de masse différente. Vous les accélérez par un champ électrique. Ils arrivent dans une région où vous avez un champ magnétique B. Et puisque le rayon il est proportionnel à la masse, il suffit de mettre des détecteurs quelque part ici. Ici, vous allez détecter les particules légères. Ici, les particules de masse moyenne. Ici, la masse est très grande. Donc, plus le rayon, vous voyez, le rayon, plus la particule est lourde, plus le rayon va être très grand. Ici, vous allez détecter les particules lourdes. D'accord? Voilà, on peut séparer les particules de masses différentes, mais bien sûr de même charge et de même vitesse initiale. Bien. Donc, en résumé, voilà un peu ce qu'il faut retenir sur ce cours-là, ou bien sûr la force de Lorentz. Donc, il suffit de retenir 2 choses. D'abord que la force est égale à QV vectoriel B, c'est une force qui est centrale, ça veut dire qu'elle est toujours dirigée suivant la normale. Donc, si vous travaillez dans le repère de Freinet, vous avez toujours l'accélération tangentielle égale à 0, et l'accélération normale est égale à Q fois V fois B. Donc à partir de là, on déduit que la vitesse est constante, et à partir de là, on déduit que le rayon est constant. Bien sûr. Maintenant, les caractéristiques, c'est la période de ce mouvement, c'est 2π sur oméga. Oméga étant égal à V sur R. Donc T, c'est 2π fois R sur V. En remplaçant le rayon qu'on trouve ici par cette valeur, on détermine la période du mouvement. Donc voilà les quelques formules à retenir. Souvent, vous allez voir dans les exercices précédents, on vous donne déjà la nature du mouvement, on vous montre d'appliquer la période, déterminer la masse, ou bien montrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Ça tourne autour de ça les questions proposées au bac. Mais surtout, il faut toujours savoir démontrer la nature du mouvement et déterminer le rayon. Voilà les 2 choses à savoir à mon avis. Comment montrer que le mouvement est circulaire et uniforme en utilisant le repère de Freinet, et à partir de là, comment déduire le rayon du cercle. Et connaissant le rayon, on peut déterminer la période. Voilà 3 choses à connaître, pas plus. Avec ça, vous pouvez résoudre tous les exercices précédents qui sont proposés concernant ce sujet. Bien. Maintenant, je vais vous laisser avec la vidéo qui vous montre un peu le principe de cyclotron. Bonjour, donc cette vidéo je vais vous montrer le principe du fonctionnement du cyclotron. Donc d'abord, c'est quoi un cyclotron? Donc c'est formé par 2 D. Donc voilà, c'est la forme de la lettre T. Dans chaque région, chaque T, il existe un champ magnétique B qui est perpendiculaire à la surface, ou bien à la surface du D, ça veut dire les suivants Z par exemple, dirigé vers le haut. Entre les 2 D, on va appliquer une tension alternative, c'est-à-dire vous allez avoir un champ électrique qui va osciller, il va être dans un sens pendant une période, et pendant l'autre période, il va changer de sens. Remarquez que si je place maintenant une particule chargée positive avec une vitesse nulle ici,
s'il n'y a aucun champ électrique, c'est-à-dire aucune tension entre les deux T, bien sûr, s'il n'y a pas de champ électrique, il n'y a pas de force électrique. Et comme la particule est fixe, il n'y a pas de force magnétique, donc la particule va rester immobile. Quand je vais appliquer une amplitude à ce champ, à cette tension alternative, donc vous allez voir un champ alternatif qui va être positif, négatif. Et pendant la première demi-période où le champ électrique est positif, la période va être accélérée. Il va arriver ici avec une vitesse V0. Vous faites V0 vectoriel B. Donc V0 vectoriel B, vous allez avoir une force qui est dirigée vers le bas. Donc, puisque la charge est positive, et vous allez voir la particule va décrire un demi-cercle. Et pendant la partie théorique, on montre que la période P ne dépend ni du rayon ni de la vitesse. Ça veut dire que le même temps qu'il va mettre dans ce demi-T là, il va être le même dans l'autre demi-T. Et on va utiliser ceci pour synchroniser le temps de passage dans chaque T avec le champ alternatif. Ça veut dire une fois que la particule arrive ici, exactement à cet instant, le champ électrique va changer de sens. Il va devenir toujours dans la même direction que la vitesse de la particule. Donc la particule va être à nouveau accélérée. Je vous rappelle, le champ électrique ne change pas la vitesse, c'est-à-dire pendant ce passage-là, la vitesse va être constante, c'est-à-dire celle acquise en ce point va être la même jusqu'à ce point-là. Par contre, un champ électrique, lui, il accélère les particules. Donc, soumis à une tension alternative, un champ électrique dans ce sens-là, la particule va être à nouveau accélérée, il va arriver ici avec une vitesse V1. Ici V0, ou bien V1 par exemple, ici V0 il va arriver avec une vitesse V1, la même vitesse V1 jusque-là. Passage entre les deux T, il va acquérir une vitesse V2, donc le rayon va augmenter. Il va arriver ici avec la vitesse V2. De nouveau, le champ électrique va changer de sens, va être accéléré, va arriver ici avec une vitesse V3. V3 va encore augmenter le rayon du T, et va arriver ici avec la même vitesse V3. De nouveau, le champ électrique va changer de sens, et il va acquérir une vitesse V4, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il sorte du 2T, il va être capté par le détecteur. Donc on va montrer ceci, je vais mettre une amplitude, et vous allez voir. Voilà. Désolé, je vais refaire la démonstration parce que là, Voilà. la vitesse n'était pas bien réglée au départ. Voilà, au fur et à mesure. Bon, je vais recommencer. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, vous voyez. Donc voilà, au fur et à mesure que le rayon augmente, voilà. À chaque passage, le rayon va augmenter. Il va augmenter, et à la fin, il va sortir du T, il va être capté par le détecteur. Vous voyez ici, pendant chaque passage dans un demi-T, la vitesse il est constante. Vitesse constante, et l'augmentation, c'est le temps. Vous voyez, le temps de passage entre les deux T, il est pratiquement très très faible. Là, très très faible. Donc, et pendant ce temps-là, c'est là où la vitesse, donc ça c'est le temps où le champ électrique agit, ça c'est le temps où le champ magnétique agit. Et à la fin, bien sûr, le détecteur va détecter la particule avec une vitesse qui est énorme. Vous voyez que l'énergie change en fonction de l'amplitude de la tension appliquée. Donc voilà le principe du cyclotron. Donc je répète, l'utilité le fait que la période ne dépend ni du rayon ni de la vitesse permet de synchroniser le changement du champ électrique avec le temps de passage de la particule dans chaque demi-T. Et vous voyez, pendant chaque passage, vous voyez la vitesse, encore champ électrique positif, champ électrique là dans le sens positif, voilà, là dans le sens négatif, et ainsi de suite. Voilà pour le principe du cyclotron. Bien, donc voilà pour le principe du cyclotron. Donc vous avez bien remarqué que, bien sûr, après chaque passage, la vitesse augmente, et comme la vitesse est proportionnelle au rayon, le rayon augmente, ou bien le rayon augmente, donc la vitesse augmente, et à la fin, on va détecter des particules avec une énorme vitesse.
Maintenant, on va passer à l'exemple d'application. Donc, c'est un exemple très simple. Vous allez voir, c'est le rattrapage baccalauréat 2018, option PC. Bon, je vous laisse le soin de lire l'énoncé. Vous avez deux particules chargées, l'une positive, l'autre négative, qui sont envoyées dans une région où existe un champ magnétique B. Première question, on vous dit identifier laquelle des courbes correspond à la particule de charge positive, laquelle correspond à la charge négative. Deuxième question classique, montrer que le mouvement est circulaire et uniforme, on vient de le montrer. Et à la fin, exploiter cette courbe pour déterminer, par exemple, déterminer le rapport entre le rayon de l'oxygène et le rayon de l'hélium, et connaissant la masse d'une particule, déduire la masse de l'autre. Donc ça veut dire tout simplement que dans le rapport du rayon, vous allez trouver quelque chose qui est proportionnel au rapport des masses. Donc voilà, on va passer rapidement à l'énoncé. Bon, pour identifier la particule, il suffit de calculer V vectoriel B. Donc vous avez V, il est vers le haut. Faites V vectoriel B tout court, ça vous donne un vecteur. Voilà, je fais V vectoriel B, ça vous donne un vecteur qui est dans ce sens-là. Donc si la charge est positive, la force va être dans ce sens-là. Si la charge est négative, parce que la force c'est Q fois V vectoriel B. Donc faites très attention, c'est Q fois V vectoriel B. Donc faites la règle du turbo-chaud, vous tournez V vers B. Donc vous fermez la bouteille, donc c'est un vecteur, donc vous tournez comme ça, voilà, c'est un vecteur qui est rentrant, d'accord, c'est dans ce sens-là. Donc si la charge est positive, ça sera dans ce sens, donc la courbe 2 correspond à la charge positive, et la courbe 1 correspond à la charge négative. Donc là, c'est uniquement une application du produit vectoriel. C'est pourquoi j'ai insisté sur comment chacun doit déterminer, ou bien connaître une méthode pour calculer le sens et la direction de A vectoriel B. Donc V, vous voyez bien ici que V est perpendiculaire à B, donc on est dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme. Bien, donc voilà, donc la courbe 2, ce sera pour l'hélium et la courbe 1, ce sera pour l'oxygène. Maintenant, en appliquant la loi de Newton, on vous dit de montrer que le mouvement est circulaire et uniforme. Donc on va d'abord, bon, la loi de Newton, c'est la somme des forces est égale à m gamma, donc la force, c'est la force de Lorentz, agit sur l'hélium. Donc n'oubliez pas, la charge de l'hélium, c'est 2 fois E, donc plus 2, d'accord, 2 fois E, Q est égal à 2 fois E, V vectoriel B, donc E est égal à 2 fois E, V vectoriel B sur la masse de l'hélium. Donc le mouvement est uniforme, le champ magnétique ne change pas la vitesse des particules. Pourquoi? Parce que on a vu que la dérivée de l'énergie, ou bien la puissance, qui est la dérivée de l'énergie cinétique, est égale à F scalaire V. Et comme V vectoriel P scalaire V égale à 0, donc P est égal à 0, ça veut dire EC est égal à une constante. Donc la vitesse est égale à une constante. Le mouvement est plan. Si B est perpendiculaire à Z, la projection de A suivant Z est nulle. D'accord? Donc, voilà. Donc A de Z égale à 0, hein, parce que A de Z... Là, donc A de Z, c'est V vectoriel B scalaire K. Et comme B, V vectoriel B est perpendiculaire à K, donc ce terme est égal à 0. Donc ça veut dire V de Z égale à une constante. Et comme AT égale à 0, V n'est pas suivant l'axe Z, il n'y a pas de projection suivant l'axe Z. Donc V, Z égale à 0. Ça veut dire D de Z sur D de T, pardon, Z égale à une constante. V de Z égale à 0, ça veut dire Z égale à une constante. Et comme là aussi on a pris l'origine au point O, donc Z0, Z est égal à 0. Donc le mouvement est plan, est uniforme. Bon, on peut répondre uniquement en utilisant si le repère de Freinet, d'accord? Donc l'accélération, c'est, d'après la deuxième loi de Newton, c'est de E fois V vectoriel B sur M. Et comme dans le repère de Freinet, l'accélération possède deux composantes, une composante normale qui est V carré sur ρ et une composante tangentielle qui est dV sur D de T égale à 0. Donc à partir de cette relation, on détermine que V égale à une constante. À partir de là, de celle-là, on détermine que ρ égale à une constante. D'accord? Donc là, cette relation-là nous dit que V égale à une constante, mouvement uniforme. Celle-là nous dit que le rayon ρ qui est égal à ça, c'est une constante. Donc le mouvement est circulaire, est uniforme. Comment déterminer le rapport? Bon, il suffit d'utiliser le fait que le rayon est proportionnel aux masses. Donc voilà. Donc ici, d'abord expérimentalement, détermine le rapport, on dit graphiquement, donc il suffit d'aller dans le texte. Vous voyez que le rayon ici, le rayon pour l'oxygène, c'est combien? 1, 2, 3 et 4.
quelle que soit l'unité, peu importe. Et là, le rayon, c'est 1. Donc, le rapport des rayons, c'est 4 sur 1, c'est 4. Maintenant, connaissant la masse de l'hélium, déterminer la masse de l'oxygène. Bon, il suffit d'utiliser quelle est la relation théorique entre le rapport des rayons. Donc, remplacer le rayon par sa valeur de tout à l'heure. Donc là, je vous montre ici. Voilà, le rayon. Remplacer le rayon de l'hélium sur le rayon de l'oxygène. Vous voyez bien que la vitesse de E fois B vont se simplifier parce que c'est la même vitesse et même charge en valeur absolue de E fois B. Donc, le rayon est directement proportionnel à la masse. Donc, voilà. Donc, le rayon. Donc, vous allez voir V est la masse de l'oxygène. Je remplace le rayon par son expression. Et donc, en simplifiant par les vitesses, par les E fois B, vous voyez bien que la masse de l'oxygène est égale à 4 fois la masse de l'hélium. Vous faites l'application numérique et vous allez déterminer la masse de l'oxygène qu'on vous demande. Donc, vous voyez l'application pour l'exercice d'application. C'est souvent montrer que, voilà ce qu'il faut retenir, d'arriver à montrer soi-même rapidement que le mouvement est circulaire et uniforme, de connaître l'expression du rayon et toutes les questions qui suivent, c'est toujours en utilisant l'expression du rayon, soit des particules de charge différentes, soit de masse de même charge, mais de masse différente. Ah, c'est des exercices de ce type. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe de la force de Lorentz et comment étudier le mouvement d'une particule lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. Là, on a traité uniquement le cas où la vitesse est perpendiculaire au champ. C'est dans ce cas-là qu'on a le mouvement circulaire et uniforme. Voilà, je vous laisse. J'espère que ce chapitre vous paraît un peu plus simple maintenant. Donc, si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, partagez-la au maximum avec vos amis et à très bientôt pour une autre contribution.